Marco, voilà, maintenant à toi pour ce panorama des lois sur mesure pour l'économie de plateforme. Merci Anne. Merci déjà pour l'invitation aux organisateurs. Merci à vous tous d'être là. Donc moi, Marc a été très pédagogique. Moi, je vais faire exactement le contraire, dans le sens que je vais vous lancer une série d'idées et d'informations et ouvrir quelques portes que peut-être on pourra après explorer dans le débat si quelque chose vous inspire de la curiosité. Donc on m'a demandé de parler de loi et plateforme. Et loi, je l'ai interprété comme plusieurs facettes de la loi. Ce n'est pas simplement de la législation, mais c'est aussi les juges. Donc je vais vous parler suivant 3 points: législation, juge et perspectives futures. Tout ça du point de vue du chercheur en droit du travail que je suis. Avant ça, une toute petite introduction, évidemment, pour des choses qui vous sembleront peut-être banales, mais que je tiens quand même à répéter à cette occasion. En premier lieu, il n'y a rien de nouveau dans tout ce débat. Okay. Les évolutions technologiques ont toujours transformé les conditions de travail. Et à chaque fois qu'il y a une évolution technologique, il y a une partie d'entreprises ou employeurs qui nous disent que les anciennes lois ne sont pas applicables parce que tout est nouveau. Hein. À chaque fois, et pour quelqu'un qui fait de la recherche en droit du travail, c'est quelque chose qui revient et revient. La modernisation du droit du travail, c'est un débat des années 80. Okay. Et on est encore là. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est normal qu'il y ait des transformations. C'est normal que le droit doive prendre en considération les transformations, on le fait depuis toujours. Le deuxième point, il n'y a rien de nouveau dans le sens que la situation d'emploi dans les plateformes, c'est peut-être la pointe la plus avancée, mais d'une évolution qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, qu'on appelle flexibilisation, précarisation du travail. Ici, on est arrivé peut-être encore plus loin, mais c'est un processus que l'on connaît, comme par exemple dans l'organisation en mini-tâches, en mini-contrat à temps partiel. Okay. Donc ça amène aux conséquences extrêmes quelque chose qui existait déjà. Troisième point d'introduction, c'est où se situe le débat juridique. Ici, je vais vous parler de la question principale à laquelle les juristes sont confrontés. Juristes à la fois législateurs, chercheurs, juridiction, avocats, etc. Et la question qui a été déjà évoquée, c'est celle de la qualification de la relation entre la plateforme et ses travailleurs. Cette qualification, en gros, se fait entre deux modèles. Le travail indépendant, où la personne est en réalité comme une petite entreprise à elle-même, sans dépendant, sans travailleur, mais bien une petite entreprise. Et donc la relation sera une relation commerciale entre la plateforme et la personne. L'autre possibilité, c'est le salariat, la relation de travail salarié, où vous avez un lien de subordination entre l'employeur et les travailleurs. Ou classer les travailleurs de plateforme, tout en sachant que certains systèmes, et je ne pourrai pas rentrer dans les détails, connaissent des catégories intermédiaires. Mais j'y reviendrai dans la conclusion. Donc, tout ça, comme je disais, est nouveau, est déjà arrivé. Il n'y a rien d'intrinsèquement naturel dans la façon dans laquelle le droit apprend un phénomène comme les plateformes. La question, bien sûr, c'est un choix politique qu'on va opérer comme société. Qu'est-ce que nous voulons faire avec la relation de travail dans les plateformes digitales? Et là, donc, on arrive à mon premier point, législateur. Okay. On a des expériences de législateurs qui ont carrément utilisé le phénomène de plateforme pour faire reculer le droit. Donc, comme je vous disais, il n'y a rien de naturel. Il n'y a pas une situation naturelle dans laquelle le change de marché se fait sans règles. Ça n'a jamais existé. Le marché est toujours inséré dans des règles pour que l'échange puisse avoir lieu. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà des règles qui s'appliqueraient au phénomène de plateforme. Les législateurs sont parfois intervenus pour éviter que des règles s'y appliquent. Le législateur lui-même, l'État, crée les non-droits, fait reculer les droits, organise la retraite de la loi. L'exemple, ici en Belgique, juste pour parler de un système dans lequel on se trouve maintenant, c'est ce qu'on appelle la loi Decroix sur l'économie collaborative, qui a essentiellement organisé un certain plafond d'argent qu'on peut gagner chaque année, 5 000 € quelque chose pour faire simple, et dans lequel on est essentiellement en absence de statut. On n'a pas de statut social, on ne cotise pas, donc on n'a pas accès à la protection sociale. Et aussi au niveau fiscal, il y a une imposition spécifique et inférieure. Okay. Et donc vous voyez, c'est le droit, le législateur lui-même, qui organise une zone de non-droit ou d'exception. Okay. Vous êtes différent, voici l'exception pour vous.
L'autre exemple, là ça n'a pas abouti, c'est ce qu'on appelle l'amendement Taché en France, qui a été bloqué par le Conseil constitutionnel, mais qui a la même idée, c'est-à-dire cet amendement voulait protéger les plateformes du risque qu'un juge puisse réqualifier la relation de travail qui était indépendante selon le contrat rédigé par la plateforme et signé par les travailleurs, et le réqualifier en contrat de travail salarié, parce que la réalité était celle d'un contrat de travail salarié. Cet amendement voulait empêcher cette possibilité pour que les juges ne se mêlent pas à tout ça, donc à nouveau organiser le non-droit, organiser le recul du droit. L'échange était bien sûr que la plateforme aurait dû souscrire une charte sociale, mais écrite de façon unilatérale et sans obligation de la négocier avec les travailleurs. C'était un échange assez intéressant pour la plateforme, disons. Donc voilà, ce n'est pas un phénomène naturel. Le choix du législateur va déterminer comment le phénomène est appréhendé par le droit. Le deuxième point, c'est celui des juges, donc là où le droit a été confronté au phénomène. Et malheureusement, ce point de mon intervention est essentiellement une analyse d'une défaite, l'analyse d'un échec, d'une stratégie judiciaire. Essentiellement, les juges en Europe, je vais me concentrer sur l'Europe, je ne vais pas parler des États-Unis, ce n'est pas trop différent. Les juges en Europe ont trahi les attentes des travailleurs de plateforme, ont préféré se fonder sur une réalité, une approche très formaliste, fondée sur des contrats rédigés, et je cite une décision anglaise, par une armée d'avocats, fin de la citation, offert par les plateformes, plutôt que sur la réalité du contrôle extrême exercé. Donc, par exemple, et peut-être après on va revenir sur certaines actions nationales, les juges en Italie, à Milan, à Turin, à Paris, à Amsterdam, ont à chaque fois nié la réqualification en contrat de travail salarié, ont nié l'existence d'une relation de subordination entre la plateforme et le travailleur. Et comment est-ce que ça c'est possible? Ils contrôlent, ils ont l'accès à toutes leurs données, peut-être ils peuvent contrôler leur position par la seconde à travers les GPS, etc. Ils sont évalués tout le temps, ils peuvent être désactivés. La subordination est là. On se disait, mais bien que non, pas pourquoi? Parce qu'ils peuvent choisir si faire le login sur les apps et se rendre disponible. Et donc ce choix, cet élément à lui seul, a été suffisant pour ces juges pour exclure la relation salariale. Vous choisissez si vous voulez travailler, donc vous ne pouvez pas être un travailleur salarié. Et ça, c'est particulièrement intéressant si on regarde l'histoire, que parfois Anne aussi a mentionné le 19e siècle. C'est très 19e tout ça. Donc, au début du système de production qu'on appelle un système de production capitaliste, comment ça fonctionnait? Le travailleur allait sur la place publique et attendait que le patron ou son délégué arrive le choisir. C'était le travail à la journée. Okay? En France, à Paris, on avait même la place de grève dans laquelle on se plaçait en attendant le travail. Eh bien, personne aurait osé dire qu'il n'y avait pas une subordination entre les ouvriers et le patron de l'atelier. Okay? Et pourtant, ces ouvriers choisissaient tous les matins s'y aller sur la place de grève ou pas. Okay? Mais non, peut-être demain, ils ne vont pas venir. Donc, il n'y a pas de subordination si on suit ces juges. Okay? Donc, malheureusement, c'est une chronique d'un échec. Il y a aussi eu des victoires. Donc, je vais les mentionner, c'est très vite. Un juge à Valencia a réqualifié la relation entre le travailleur et la plateforme en relation de travail salarié, en se fondant sur le contrôle que la plateforme exerçait sur la prestation, mais aussi sur le fait que c'était un livreur, que le livreur était effectivement le visage de l'entreprise, que le client ne voyait que le livreur lorsque il ou elle interagissait avec la plateforme. Okay? L'autre victoire, vous avez peut-être entendu parler de ça, était très médiatisé, comme tout ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, c'était le tribunal du travail de Londres, ensuite confirmé par la cour d'appel de Londres toujours. Mais là, il faut quand même faire attention. C'était encore une réqualification. Je m'excuse déjà parce que je dois devenir un minimum technique. Là, il y a une catégorie intermédiaire entre travailleurs salariés, travailleurs indépendants. Et ça devient très difficile parce qu'en anglais, cette catégorie s'appelle worker, qu'on traduit comme travailleur. Donc, le worker est une catégorie intermédiaire et un travailleur indépendant, donc ce n'est pas un salarié, mais jouit de certaines protections, dont la plus importante pour notre débat, un salaire minimum. Donc pour les temps dans lesquels le travailleur, c'est un chauffeur Uber, travaille, il doit obtenir au moins un certain salaire par heure.
Et attention, le salaire minimum se calcule après dépenses. Et donc voilà l'essence, voilà l'entretien de la voiture. Okay? Donc même si c'était une catégorie intermédiaire, il y avait une protection intéressante. Mais ce n'est pas une requalification en travail salarié. Pour celle-là, essentiellement, le seul exemple, c'est le tribunal de travail à Valencia, en Espagne. Okay? Donc, c'est l'analyse d'un échec. Et cette dernière situation anglaise, à Londres, nous dit aussi quelque chose d'intéressant pour la transition au troisième point, perspective future. Nous dit une chose importante parce que Uber est en train de faire appel encore contre la décision, on arrivera jusqu'à la Cour suprême. Okay? Et pourquoi Uber fait appel encore? Il reste des travailleurs indépendants, avec quelques petites protections, comme le salaire minimum par heure, qui en plus n'est pas trop élevé au Royaume-Uni. Okay? 7,70 livres sterling par heure. Tentez de vivre à Londres avec ça. Donc, Uber, même cette protection minime, est incompatible avec leur modèle de business. Okay? Et donc, l'idée, c'est que la plateforme ne fait pas des prisonniers en ce moment. Même des situations intermédiaires ne sont pas suffisantes pour faire vivre ce modèle qui se fonde sur l'illusion de la loi. Okay? Même si les juges lui donnent raison. Donc, perspective future. Je dis ça, cette question de ne font pas de prisonniers, parce que la proposition de créer un troisième type de travailleurs est souvent évoquée pour résoudre cette situation. On va créer un troisième type et tout va aller bien. Mais la difficulté ici est, soit vous créez un troisième type avec des vraies protections. Exemple, le salaire minimum. Et alors la plateforme tentera d'y échapper, tout comme elle tente d'échapper au salariat. Soit vous créez un troisième type qui n'a pas de protections, et c'est l'exemple italien, notamment, où la situation de la parasubordination est une situation qui, oui, c'est un troisième type, mais essentiellement, vous n'avez pas de protection. Alors là, tout va bien, mais ça veut dire que ça deviendra presque impossible alors de réclamer la requalification en salarié. Vous avez votre statut intermédiaire, qu'est-ce que vous voulez encore? Okay? Donc il faut vraiment faire attention à ces genres de propositions de création de troisième statut. Ce n'est pas négatif en soi. Je ne veux pas fermer nécessairement une perspective de lutte, ça c'est pour les acteurs à déterminer, mais ça doit être approché avec beaucoup d'attention. L'autre piste, mais ça je ne veux pas explorer parce que ça c'est pour les acteurs, c'est bien sûr, on est très 19e, on y revient, c'est l'association et l'action collective. Okay. Ça c'est la seule piste qu'aujourd'hui reste pour faire avancer les conditions de travail du moment que le législateur ne va pas vous entendre. Les juges apparemment a décidé que vous êtes des petites entreprises, tout le monde, je suis sûr qu'on se sent des petites entreprises avec une clientèle en faisant ce travail. Et donc ce qui reste c'est comme au début du droit du travail, le pouvoir collectif. Et ici, je apporte encore un point technique, mais après, j'ai juste la conclusion. Le point technique, et ça c'est un peu plus technique encore, c'est du droit européen. Donc, il faut savoir que si vous êtes un travailleur indépendant, comme je vous disais, vous êtes une entreprise, très petite, mais vous êtes une entreprise. Et donc, vous voyez déjà que si on fait un accord collectif qui fixe, imaginons, le salaire, pour une série de petites entreprises, ça veut dire fixe le prix de leurs prestations. C'est un accord entre entreprises pour fixer les prix. Et ça, c'est contraire au droit de la concurrence. Okay? C'est un cartel. Et le droit de la concurrence, c'est un droit européen. Il y a déjà eu, pas sur l'économie des plateformes, mais il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne à propos d'un syndicat de travailleurs des médias aux Pays-Bas qui a condamné une convention collective comme étant en violation du droit de la concurrence. Mais ici, je peux au moins offrir un minimum d'optimisme, parce que la Cour utilise un critère pour déterminer si un travailleur est un travailleur indépendant ou pas, qui n'est pas lié au critère national. Donc, vous pouvez être travailleur indépendant pour le droit national, en Belgique, mais arriver devant la Cour de justice avec une convention collective, et la Cour pourrait dire « non, 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 pour nous, ça va, parce qu'en réalité, ils sont des travailleurs. Les critères sont différents. » Et l'élément dans cet arrêt, c'était l'intégration dans l'activité principale du commettant. Et ici, j'oserais dire que l'activité principale de Deliveroo, c'est de livrer des repas. L'activité principale de Uber, c'est offrir des courses de taxi. Et donc, ces travailleurs sont la partie intégrante, sont même l'activité de la plateforme. Donc là, on peut encore avoir un minimum d'espoir si jamais on arrive effectivement à conclure une convention collective. Et mon dernier point, c'est pour sortir un minimum du juridique, mais pour dire
face à toute cette situation que quand je la réalisais, je disais, oui, Marco, ça reste un peu pessimiste, un peu négatif. Parfois, les juristes ont ce rôle. Imaginez faire du droit du travail dans cette époque. C'est souvent analyser des faits. C'est le suivant, c'est que ces plateformes sont, je le dis, il n'y a rien de nouveau dans la procédure, dans la dynamique, mais c'est un phénomène qui existe dans une situation historique spécifique, dans des situations structurelles spécifiques. Et je vais évoquer 3 éléments qui sont à la base de ce modèle pour qu'il existe. Le premier élément, c'est une situation de marché financier avec des taux d'intérêt très bas et une quantité d'argent en quête de rendement. Okay. Et donc, cette quantité d'argent a parié sur certaines plateformes pour qu'elles deviennent des monopoles. Imaginez Uber, une entreprise qui hémorrhage de l'argent année par année, quand on vous parle de la rationalité du marché, okay, qui perd de l'argent et qui existe exclusivement grâce à l'injection d'argent de la part des investisseurs. Et donc, c'est un pari pour qu'il y ait un monopole dans le futur. Et voilà, les revenus vont arriver. Donc, 1, situation financière. 2, la situation de chômage dans certains pays ou de pauvreté au travail, dans laquelle la plateforme arrive pour vous offrir la possibilité de, une fois que vous avez terminé votre boulot à temps plein à Londres, commencer à conduire pour Uber, parce que comme ça, au moins, vous mettez de la nourriture sur la table. Donc, cette deuxième situation liée au marché de l'emploi. Et troisième situation liée à la dynamique des salaires de ce qu'on peut appeler la classe moyenne, qui est désormais plate depuis très longtemps, avec une classe moyenne donc, qui, pour se sentir encore classe moyenne, doit avoir accès à toute une série de services. Oui, notre salaire est plat depuis 10 ans, on n'a plus eu d'augmentation, mais on peut encore commander un repas. Voilà qu'on est encore classe moyenne. On peut encore se permettre une course en taxi, parce qu'il y a une plateforme qui l'offre à un prix inférieur de ce que socialement il faudrait payer pour cela. Donc vous voyez, c'est une situation assez spécifique, et si un de ces éléments change, en réalité, on pourrait découvrir que ces plateformes sont beaucoup plus faibles de ce qu'on peut imaginer maintenant lorsqu'elles semblent le futur, la perspective de la création de l'emploi, etc., etc. Merci.